Yes. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le Bonjour. plaisir d'accueillir Hélène Risser, Bonjour. que je présenterai dans un petit instant. Juste un petit rappel, cette visioconférence se passe dans le cadre de l'IFGAP, l'Institut de formation en Gestalt et accompagnement professionnel. Et il y a régulièrement des visioconférences comme cela où des personnalités de choix sont invitées à venir partager leur expérience, leur savoir. La prochaine aura lieu au mois de février sur le thème des rêves, des ressources des rêves. Et puis là, dans l'immédiat, la semaine prochaine, le week-end du 18, il y a une formation sur justement savoir accompagner les situations de stress, de deuil non accompli. Et puis au mois de mars, c'est le programme du trimestre, ce sera sur les rêves, les ressources des rêves. Alors, le thème, le thème aujourd'hui conjugue à la fois la problématique, l'expérience du deuil et du traumatisme. Et quand j'ai découvert l'expérience, l'ouvrage d'Hélène Risser, je n'ai pas pu faire autrement que lui proposer de venir partager cette expérience que vous pourrez approfondir ensuite à travers son ouvrage qui est là, hein, qui est Après Arnaud, Artaud. Artaud, pardon, Artaud, Après Artaud. Voilà. Alors, Hélène est journaliste, documentariste. Je te laisse plutôt compléter, Hélène, la présentation. Est-ce que ça suffit comme présentation ou tu peux compléter encore? Non, je suis journaliste, effectivement. J'ai animé des émissions d'analyse du discours et de l'image politique pendant des années sur la chaîne parlementaire. Je réalise des documentaires et j'ai également écrit plusieurs ouvrages, des ouvrages de journalistes, on va dire, des enquêtes journalistiques et des romans. Voilà. Super. En d'écrire ce livre, donc après Artaud, suite à la mort de mon fils. Mhm. Livre un peu particulier puisque déjà de par la charge émotionnelle évidemment et puis aussi dans son dispositif et sa démarche, mais bon, on en parlera. Oui, oui, oui. Voilà, oui, donc c'est un récit qui est à la fois très intime, mais à la fois universel. Euh, Justement, qu'est-ce qui t'a poussé à partager cette expérience de deuil et en faire un livre, hein? Est-ce que c'est une forme de thérapie pour toi, une forme... Non, alors justement, enfin, moi je pense qu'écrire, c'est d'ailleurs beaucoup de gens en deuil écrivent, hein, parce qu'il faut mettre des mots. Ça, c'est important de mettre des mots. Hein, comme on dit, s'il n'y a pas de mots, le corps parle. Et donc, s'il y a un vrai enjeu, mais mettre des mots, ça peut se faire en écrivant son journal intime, en prenant des notes, en allant chez le psy pour échanger. Et moi, vraiment, et d'ailleurs, j'ai pris des notes. Hein, d'ailleurs, à des moments dans le livre, je reviens sur des notes que j'ai écrites à certains moments. Mais moi, quand j'ai décidé d'écrire, c'était vraiment l'idée d'écrire pour les autres dans une démarche, on va dire, journalistique, appliquée à moi-même, puisque moi, je suis journaliste, j'ai fait beaucoup d'enquêtes, et là, je me suis dit, ben voilà, je vais m'appliquer cette démarche journalistique à moi-même. Et alors, évidemment, je dis pas qu'il n'y a pas une dimension thérapeutique, parce que ça m'a par certains aspects aidé. Mais au départ, quand j'ai commencé, honnêtement, ça n'a pas été très facile hein, de commencer à écrire. Non, l'idée, c'était vraiment de... Parce que voilà, c'était le seul projet que je pouvais mener. En plus, j'ai été licenciée bon, dans des conditions absolument aberrantes 2 mois avant le décès de mon fils. Donc, je me suis retrouvée sans travail après des années et des années à mener beaucoup de choses de front. Et donc, finalement, le seul projet qui avait un sens à mes yeux, c'était celui-là. Et l'idée, c'était de continuer à apprendre, à rester vivante en apprenant, parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'on reste vivant, et en essayant de comprendre ce qui m'arrivait et en m'intéressant à ce que je vivais
Et bon, bah, le deuil, de toute façon, le deuil d'un enfant, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement, enfin, plus que difficile. Mais par ailleurs, moi, je fais partie de ces gens qui ont grandi, ben, comme beaucoup de gens dans notre société, hein, très loin de la mort, en vivant comme s'ils étaient de toute façon immortels ou que la mort ne concernait que des très très vieilles personnes de 100 ans dans des EHPAD. Et donc voilà, donc je connaissais absolument rien au deuil et donc je me suis retrouvée très démunie. Et donc l'idée était vraiment voilà d'avoir une démarche journalistique d'apprentissage et de transmission aussi, de partage en fait des découvertes que je faisais pendant cette période. Donc voilà, donc ça m'a aidé, mais je peux pas dire que ce soit une thérapie, c'est pas le but en tout cas. En tout cas, c'était pas le but premier. Mhm. Euh, Est-ce que dans ton livre, tu mets 10 repères ou j'appellerais 10 commandements pour traverser cette épreuve-là? On ne va pas tous les passer en revue. Il sera possible de les consulter à travers ton ouvrage. Mais tu décris donc des étapes dans le deuil. Est-ce qu'il y a des aspects dans ce processus que tu as vécu qui t'ont plus particulièrement surprise? Euh, je dirais bon, alors déjà le fait de basculer, enfin d'un instant à l'autre dans cette vie de parents endeuillés, hein, bon, c'est un effondrement totalement, enfin inimaginable. Hein. Je pense qu'effectivement on peut pas, enfin, je pouvais pas me figurer avant ce que ça allait être. Après, dans le processus, qu'est-ce qui m'a surpris? Qu'est-ce qui a été imprévu? Non, mais il y a deux choses, en fait, deux éléments qui ont été importants. Bon, première dimension, effectivement, c'est l'aspect, ben, l'aspect traumatique, effectivement, parce qu'il y a vraiment ce côté, cette impossibilité au départ, hein, bon après on apprend à survivre, mais au départ cette impossibilité de se reconnecter à tout ce qui faisait la vie d'avant, parce qu'il y a des images obsédantes, des pensées une culpabilité énorme, enfin voilà, et que ça prend tellement de place que le reste n'est juste et simplement pas possible. Et donc ça, c'est vrai que ça a été un long travail. Et bon, alors je sais pas si c'est une découverte, mais en tout cas, ça a été. Et après, la découverte, on va dire sous un angle peut-être plus positif, parce que bon, c'est aussi un livre qui parle de la vie, hein, puisqu'il parle de la vie après, Mhm. après la mort de son enfant, mais après les deuils en général. C'est l'importance des rituels. Moi, je me suis très vite rendu compte et de manière tout à fait empirique, hein, parce que voilà, comme j'ai dit, j'étais très ignorante. Je me suis vite rendu compte que ce qu'on allait faire ensemble, la dimension des rituels, ça a commencé lors des obsèques, hein, où vraiment ça a été un moment très important et j'ai suivi des conseils effectivement de gens qui étaient passés par là avant, mais aussi la cérémonie d'inhumation d'urne, les retrouvailles qu'on a pu faire, ce que certains ont pu accomplir comme geste de manière très spontanée, mais qui renvoyait aux rituels les plus archaïques. Et donc voilà, donc je me suis vraiment rendu compte de l'importance de la dimension du partage avec les autres. D'abord avec les amis de mon fils, avec ceux qu'il avait connus, et puis après avec d'autres parents endeuillés, et combien la dimension du partage était importante parce qu'elle permettait de faire de cette expérience qui finalement a priori jette hors de l'humanité, hein, on se voit complètement en marge de l'humanité, comment finalement on arrive à se reconnecter aux autres et à faire de cette expérience certes horrible, mais quand même une expérience qui fait partie de la vie et qui rattache à l'humanité. Voilà. Et ça a été pour moi la grande, ouais, la grande expérience que j'ai faite, quoi, découverte que j'ai faite. C'est-à-dire qu'on rentre, moi j'ai l'impression de rentrer dans un cercle dans lequel j'avais pas du tout envie d'être au départ, hein, le cercle de parents endeuillés, mais dans lequel effectivement il se passe des choses très fortes qui sont d'un vrai secours. Donc cet aspect-là et l'aspect des rituels aussi avec les proches et les amis de mon fils et ma fille et ma famille, etc. Donc là, c'est l'importance du social. Tu parles du partage, la présence d'autres. Je veux partager que moi, il y a en l'an 2000, juste avant la période dite sanitaire, j'ai mon père qui est parti pour les étoiles et je l'ai accompagné jusqu'à sa dernière demeure. Il a été enterré de l'autre côté de la Méditerranée et j'ai été soufflé par la puissance du partage social, une présence humaine là-bas qui est très intense autour du deuil.
Et c'était très très fort, qui m'a fait sentir vraiment très fort le contraste avec la culture d'ici, où la mort, elle est presque, elle est cachée, elle est pas du tout mise en évidence. Là-bas, ça devient un moment de partage très intense. Et donc, et puis j'ai perdu ma mère cet automne, l'automne passé, donc pareil. Donc c'est cette dimension que tu évoques de la présence d'autres, pas que des proches, pour ce qui me concerne, est quelque chose qui est très 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 nourricier pour pouvoir avancer dans la réalisation du deuil, hein. Ouais. Mais ça, je pense effectivement que bah, nos sociétés, je pense qu'elles sont aussi en train, enfin, je sais pas si c'est nos sociétés, mais en tout cas, nous, on se rend compte, enfin, j'ai l'impression, hein, d'ailleurs, j'en parle un peu dans le livre, on vient de, enfin, moi, je vois la génération de mes parents, bon, c'est des générations qui ont pris souvent beaucoup de recul par rapport à la religion, aux traditions, voilà, c'est la révolution des années 60, la modernité, voilà, une accélération, le progrès, etc. Et c'est vrai que ça a correspondu à toute une époque où bah, beaucoup de codes du deuil liés au deuil qui avaient déjà été mis à mal, hein, parce qu'on porte plus le deuil depuis des années. Enfin, tous les rituels de deuil qui étaient très présents au 19e siècle, il y avait tout un rituel. Bon, bah là, ce sont complètement, avec le recul de la religion, effectivement perdus. Et je pense qu'effectivement, on se rend compte aujourd'hui que c'est indispensable d'avoir des rituels, et qui dit rituel dit partage, hein, parce que le rituel, on ne le fait pas tout seul dans son coin, même si on peut allumer sa petite bougie le soir. Mais voilà, d'avoir cette dimension de partage, et je pense qu'effectivement, c'est hyper important. Et quand moi, quand les premiers temps après le décès de d'Artaud, je lisais des textes sur les religions, ce que pratiquent les religions, les différentes cultures. Et effectivement, bah, dans le judaïsme, dans toutes les cultures méditerranéennes, effectivement au Maghreb, etc., la dimension de l'endeuillé, on lui donne à manger, il reste parmi les vivants, on le force quelque part à travers ce partage de nourriture, de convivialité, à rester chez les vivants, quoi. C'est une manière de l'accrocher à la société des vivants. Et bah, ça rejoint en fait un peu l'expérience que j'ai faite, quoi. Voilà. Et moi, c'est vrai que quand Artaud est décédé, le premier jour, moi, j'étais anéantie, je me voyais même plus. Enfin, enfin, on avait plus faim, on était là dans cet appartement. Et les gens ont commencé à arriver chez nous instinctivement. En fait, on voit qu'instinctivement, les gens retrouvent des réflexes qui sont. Personne leur a dit il faut leur apporter à manger, mais tout le monde est venu nous apporter à manger pendant plusieurs jours, à remplir la maison, etc. Et honnêtement, au début, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils viennent faire à la maison Et finalement, ben c'est ça qui me met du côté de la vie, quoi, parce qu'on mange, on digère, et quelque part, les fonctions vitales se mettent en place et font que bah déjà, on fait l'expérience de rester vivant, quoi. C'est quelque chose de très fort. Et là, je donne l'exemple du premier jour, mais après, évidemment, je pense que ça se décline, ça se décline au long du temps, des premiers jours, après des premières semaines, et puis après, il y a évidemment toute la difficulté parce qu'évidemment, le deuil, on passe pas à autre chose, surtout quand c'est le deuil de son enfant, évidemment, on passe pas au deuil, je crois qu'on passe jamais à autre chose. Et donc, c'est comment on arrive à vivre avec ça, quoi. Mais ça, c'est encore Mm. un autre Mm. aspect. Ouais, donc le deuil s'accompagne souvent de traumatismes, là c'est le cas, des traumatismes très profonds. Et tu viens d'évoquer le partage là. Et comment est-ce que tu as trouvé des ressources toi, personnelles ou extérieures pour surmonter, vivre ce traumatisme-là? Bah, est-ce que je l'ai vraiment bien surmonté? Je sais pas. Enfin, en tout cas, je pense que enfin, en tout cas, je pense que j'ai tout fait. De toute façon, quand c'est comme ça, je veux dire, donc, moi, au début, j'avais qu'une seule envie, c'était qu'on me débranche le cerveau, hein, voilà. Oui. Malheureusement, c'est pas possible. Donc, je pense qu'une chose dont j'ai pris conscience assez rapidement, c'était que ma douleur, si elle prenait toute la place, parce que ça a été un peu le problème dans les premiers temps, elle laissait pas la place aux autres, à celle des autres, à celle de ma fille, à celle de mon compagnon, à celle aussi de voilà des autres, et que j'avais aussi besoin de leur laisser cette place. Je pouvais pas, j'avais pas le droit, voilà, d'occuper l'espace avec uniquement ma douleur. Et donc voilà, donc ça a été quelque chose dont je me suis rendu compte assez vite, sans savoir forcément comment faire. Et après, moi, c'est vrai que très vite, et d'ailleurs c'est un peu ce que je raconte dans le livre,
c'est pas une démarche que j'ai mise en place pour le livre, ça a été ma démarche qui a été tout de suite de me dire, bon, qui est-ce que je connais autour de moi qui a perdu un enfant? Il se trouve que j'avais l'ami d'une amie qui avait perdu sa fille 5 ans avant. J'avais pas du tout suivi, hein. Pour moi, c'était impossible d'imaginer perdre son enfant. J'avais même pas écrit un mot. Enfin bon, bref, c'était pas une amie proche, hein, c'était la meilleure amie d'une de mes meilleures amies. Mais enfin, quand même. Mais bon, en tout cas, j'avais fait comme beaucoup, hein, rétrospectivement, je suis pas très fière de moi, mais je demandais de ses nouvelles, mais j'étais là, oh là là, comment elle fait? Le moins j'en sais, finalement, le mieux je me porte. Et bon, ce qui rétrospectivement est une attitude bon, idiote, hein, mais bon, après, je savais pas comment réagir non plus, comment me comporter vis-à-vis d'elle, parce que j'étais pas prête à ça. Donc plutôt que de mal dire, j'avais préféré ne rien dire. Et en tout cas, quand Artaud est décédé, je me suis dit, bah, cette femme, cette Isabelle dont je parle dans le livre, ça fait 5 ans, bah, ma foi, elle est toujours vivante. Je sais que c'est dur pour elle, je sais qu'elle pense à son enfant tous les jours. Comment on peut rester vivant en pensant à son enfant tous les jours? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais demander à notre amie commune de lui demander des conseils, des recettes, des méthodes de survie, on va dire, des stratégies de survie. Et, et le lendemain, mon ami m'a appelé en me donnant comme ça les premières réponses qu'avait formulées cette amie. Il y a des choses qui peuvent paraître évidentes, mais auxquelles on ne pense pas forcément tout de suite. Et c'est vrai que j'ai essayé à partir de là, ça a été vraiment ma démarche de me dire, je vais apprendre, je vais essayer d'apprendre des autres, de ceux qui sont passés par là, de tous les êtres humains qui sont pas venus sur Terre avant nous, qui sont passés par là. Voilà, malheureusement, il y a une époque où on perdait ses enfants, et ça, c'est pas parce que c'était plus fréquent que c'était forcément plus facile. Et donc voilà, ça a été vraiment ça ma démarche, de m'inspirer des autres. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi une chose qui m'a beaucoup aidée au départ, et ça aussi ça a été suggéré par cette amie, mais vraiment par rapport aux images obsédantes, aux images parasites, traumatiques, comme on dit, hein, qui reviennent tout le temps et qui sont obsédantes. Alors il paraît que ça finit par s'atténuer tout seul, mais bon, moi j'ai fait alors j'en parle dans le livre, j'ai fait de l'EMDR pour pouvoir aussi accepter d'être traversé par ces pensées et de les laisser. Donc le MDR, c'est ce mode de thérapie par le mouvement oculaire, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et alors, moi, j'ai fait du brain spotting, mais enfin, ça revient à peu près au même que le MDR, hein, je crois, Oui, enfin, je c'est suis un pas experte. dérivé. Voilà. Et l'idée, c'est bon, après, c'est des thérapies assez empiriques, on ne sait pas forcément exactement comment ça marche, mais enfin, l'idée, de toute façon, c'est de mettre dans un état de bien-être. Les mouvements oculaires mobilisent certaines parties du cerveau et d'accepter d'être bien en convoquant ces pensées qui sont celles qu'on voudrait faire fuir et éviter de toute force. Et c'est vrai que souvent, quand on a une pensée qu'on veut surtout pas voir arriver, hein, l'image traumatisante de la découverte de son enfant mort, l'image de comment il est mort, de comment il est, enfin toutes ces images qui sont horribles, eh ben on se braque, on veut les éviter, et plus on veut les éviter, finalement, plus on est dans un état de panique quand elles arrivent. Et donc l'idée, c'est d'accepter de dire, bon, bah, ces images, elles sont là, j'accepte qu'elles me traversent et en les laissant rentrer, je les laisse repartir. Et mine de rien, ce travail que j'ai fait pendant quelques semaines, hein, après ça s'est estompé, mais je pense m'a pas mal aidé dans les tout premiers temps, hein, là vraiment c'est les toutes premières semaines. Mm. À, et puis ça donne aussi l'idée de quelque chose, je pense, qui est très utile, c'est que de toute façon, on ne peut pas éviter la tristesse, on ne peut pas éviter les pensées négatives, on ne peut pas éviter la culpabilité, on ne peut pas éviter beaucoup de choses, malheureusement, qui font maintenant partie de la vie. Et c'est d'arriver, le but, et j'y arrive pas tout le temps, hein, mais c'est d'arriver à ce que toutes ces choses nous traversent, enfin me traversent en tout cas. Et voilà, c'est un moment, elles traversent, on accepte qu'elles arrivent pour qu'elles puissent ressortir. Voilà. Mm. Et Ouais. ça, je pense que c'est quelque chose enfin, en tout cas, moi, je trouve très, très important. Oui. Donc il y a d'une part la pensée ou l'image liée à l'événement traumatique et qui est avec une charge émotionnelle très très forte et des approches thérapeutiques comme le MDR qui sont associées beaucoup à la libération de traumatisme, on peut dire, permettent de dégager la charge énergétique émotionnelle et
pouvoir à nouveau être en connexion avec la pensée ou l'image en ayant fait atténuer de manière appréciable la charge Voilà, émotionnelle. sans qu'elle Hein. mette en état de panique, de stress intense, Voilà, etc. Même si voilà. évidemment ça fait jamais du bien. Mais en tout cas, du coup, Mm. je pense que le fait d'avoir moins peur qu'elles arrivent, déjà, ça aide, quoi. Voilà. Voilà, oui, 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 voilà. Et puis après, tu évoques un autre élément qui est très important, c'est la culpabilité. Ouais. C'est quelque chose qui anime très fort quelqu'un qui a, qui a eu affaire à un traumatisme, qui a survécu à un traumatisme. Il y a cette dimension-là qui anime pas mal de temps encore. Hein. Donc tu as eu à gérer aussi. Oui, c'est vrai que bah là, avec les événements autour des attentats ces temps-ci, on parle d'ailleurs beaucoup des traumatismes. Bon, là, c'est des survivants, c'est pas tout à fait la même chose, hein, mais en tout cas, c'est vrai que oui, c'est vrai, je m'étais pas forcément fait la réflexion que c'est vrai que la culpabilité, elle est souvent associée, c'est vrai. Mm. Mm. Bah, la culpabilité, elle peut prendre plein de formes. Après, bah, moi, c'était vraiment la culpabilité. Bah, vraiment, après, ça, il y a plein de variantes, mais enfin, grosso modo, c'est, bah voilà, je suis mère d'un enfant. En tant que parent, surtout aujourd'hui, on se voit un peu tout puissant, hein, puisque on a l'impression que c'est parce qu'on choisit la bonne école, le bon machin, le bon truc, que finalement on va fabriquer son enfant. Hein. Ça, c'est le syndrome du parent tout puissant. Non, mais qu'on a tous un peu, c'est vrai, quelque part. Et c'est vrai que voir son enfant mourir, ben, c'est quelque part c'est qu'on a échoué, quoi. C'est qu'on est coupable, puisque normalement on aurait dû protéger son enfant et qu'il est mort. Et donc cette culpabilité, elle est, oui, pour moi, elle a été très forte. Alors s'est déclinée de plein. Il y avait ouais, mon chien, qui était le chien de mon fils d'ailleurs, Mm. Oh, qui est devenu l'objet transitionnel. Voilà, et cette culpabilité, elle prend énormément elle se décline, voilà, sous plein de formes différentes. Mais effectivement, ouais, ça a été très dur très difficile à gérer, très envahissant. Et est-ce que tu l'as géré toute seule en autogestion ou est-ce que dans un espace thérapeutique a pu t'aider de cheminer aussi par rapport à la culpabilité? alors, c'est difficile à dire. Alors, attendez, excusez-moi, pardon. Est-ce que vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît? On est en direct, hein, c'est du vivant. Voilà, c'est du vivant. Il y a un chien, il y a une porte qui s'est ouverte. Je vais la fermer. Pardon. Mhm. Voilà, donc la question de la Sinon, culpabilité je ne vais qui pas y est arriver. justement C'est trop compliqué à inévitable. gérer avec en étant perturbé. Je porte plus ouf. Voilà. Pardon. On fera peut-être une coupe à cet endroit-là. Alors oui, donc Donc nous étions avec la culpabilité, voilà. Mhm. bah, la culpabilité, comment je l'ai gérée bah, c'est vrai que le MDR, ça m'a aidé Mhm. à accepter parce qu'en acceptant les images, bah, quelque part, j'acceptais aussi un peu enfin, je faisais diminuer mon niveau de culpabilité. Voilà, je pense que ces images, c'était vraiment des images qui activaient énormément ma culpabilité. Mhm. Et puis après, je pense que un des grands ressorts aussi, ça a été, ben, j'en reviens au partage Mhm. avec d'autres parents, parce que je pense que cette culpabilité, ben, beaucoup de personnes en deuil l'ont, mais particulièrement lors de la perte d'un enfant. Alors certains vont dire qu'ils s'interdisent la culpabilité, qu'ils ne l'ont pas, mais enfin bon, on peut être dans le déni de sa culpabilité, hein, ou l'avoir plus ou moins, ou être en colère contre les autres. Mais la culpabilité, c'est une forme de colère. Au lieu d'être en colère contre les autres, on est en colère contre soi, on va dire. C'est vrai que généralement, les gens en colère contre les autres culpabilisent moins. Mais c'est vrai que le partage avec d'autres parents qui eux-mêmes pouvaient se reprocher des choses dont je trouvais que c'était ridicule. Je me dis, mais pourquoi ils se reprochent ça? Ils y sont pour rien. Bah, quelque part, en miroir, en voyant comment les autres se débattent avec cette culpabilité qui prend une place démesurée, hein, parce que voilà, Mhm. évidemment, personne n'est parfait, mais enfin de là à se rendre coupable de choses aussi terribles, évidemment, c'est excessif. Et ben du coup, on se dit, bah si pour lui c'est excessif, ça l'est pour moi aussi.
Et donc, quelque part, ce partage, cet échange autour de ces questions-là, moi, ça m'a beaucoup aidé à mettre à distance les pensées autour de la culpabilité en les relativisant et en les confrontant. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup aidé. Mhm. Voilà. C'est une étape incontournable pratiquement. Alors, dans ton ouvrage, tu donnes, je dirais, 10 repères, là, on va pas tous les énoncer. Donc, et là, j'avais envie que tu en évoques trois que j'ai retenus. Tu as évoqué le rituel, on pourra peut-être y revenir, mais j'ai retenu la place du beau dans les obsèques, hein. Hum, la place du beau dans les obsèques, oui, bah écoute, Ouais. oui, bah j'ai. C'est vrai que ça, c'est parti d'un conseil de la fameuse amie, parce qu'effectivement, au départ, autant dire que me projeter dans les obsèques de mon fils, c'était quelque chose qui me paraissait insupportable. Convoquer les pompes funèbres, enfin toutes ces scènes qu'on a vues dans les films, hein, le choix du cercueil, etc. Enfin, ça me paraissait mais insurmontable. Et c'est vrai que assez vite, ben, par les conseils de cette amie, et puis bon, je pense aussi qu'au fond de moi, je le savais, quoi, je le savais que c'était important les obsèques, ça, je pense qu'on le sait quand même tous plus ou moins. Mais moi, je me suis beaucoup investie, enfin, je me suis beaucoup investie. J'ai beaucoup pris sur moi, surtout au début, et quand même, ça m'a pas mal mobilisée pour que les obsèques soient un beau moment, un moment de partage autour de mon fils, où tout le monde puisse, puis aussi un moment qui fasse taire certaines questions, parce que sinon tout le monde il va de sa question, et si et ça, les gens nos collègues qui l'ont moi, qui l'avaient moins bien connu, enfin voilà, chacun avait une partie de l'histoire, quoi. Et donc moi, j'avais envie que on fasse un espèce de moment où les gens parlent, les gens s'expriment, et qu'il soit un beau moment et bon, alors un beau moment, ça voulait dire aussi montrer des photos, passer de la musique. Mon fils faisait de la musique, passer de sa musique. Ça, c'était très important pour ses amis. Bon, pour moi, au départ, c'était insurmontable. Bon, finalement, je m'y suis pliée parce que c'était un peu la demande des autres. Mais finalement, c'est vrai que ça permet de faire de ce moment. Bon, moi, j'ai pris la parole hein, aussi longuement, mon compagnon aussi, ma fille, des amis de mon fils. Enfin, après, j'ai fait un petit livret avec tout ce qui avait été dit. Et je pense que ça a permis ça permet qu'il y ait un moment un peu cathartique, quoi. Voilà, où on dit où tout est, enfin pas tout, mais en tout cas où ceux qui veulent dire des choses, témoigner, partager peuvent le faire dans un moment évidemment émotionnellement très intense et où finalement, ben, après on sait que les gens qui étaient là, ils savent ils savent un peu ce qu'on a vécu et donc, ça rend plus facile après ben, de voir les autres, quoi. Voilà, c'est de voir sa famille, de voir ses amis. Moi, pendant longtemps, je me disais, ah, bah, lui, il était là, ou lui, il n'était pas là. Mais celui qui était là, il avait participé, il avait vu ce moment, et comme en plus, bon, ben, je pense que ces obsèques, c'était des belles obsèques. Et ben, quelque part, ça donnait aussi une envie de connaître notre fils, le regret de ne pas l'avoir connu, le désir de garder quelque chose de lui, tout simplement. Et ça, je pense que c'est très important aussi parce que très vite, moi au départ, enfin, au départ, moi quand on m'avait d'ailleurs suggéré d'écrire, je me disais mais comment écrire, comment faire quelque chose de la mort de mon fils, quoi. J'ai perdu mon fils, que puis-je faire? Rien. Et puis assez vite, on comprend qu'on a quand même envie bah, qu'il y ait quelque chose qui reste de lui, à travers les autres, que les autres emmènent quelque chose de lui. Alors, le prêtre m'avait dit dans mon discours, parce que je savais pas quoi dire, il m'a dit bah, essayez de tirer peut-être une leçon de vie, quelque chose qu'Artaud pourrait nous laisser. Et très vite, on a quand même envie, voilà, que les gens emmènent un peu de cette émotion avec eux, un peu de toutes ces, un peu et de l'émotion et de l'enfant et de tout ça, quoi. Voilà, et donc c'est vrai que ces obsèques, ça a été évidemment un moment douloureux, mais en même temps, un moment de partage très intense aussi, et je reviens à cette notion du partage. Et c'est vrai qu'après, moi, je me rappelle le lendemain matin, bon, il y avait énormément de monde, ça a été en plusieurs temps, l'église, le Père Lachaise, etc. Et il y a eu beaucoup de discours plus spontanés, d'autres plus organisés. Et le lendemain, je me sentais comme au lendemain d'une soirée.
quoi. Comme on se sent au lendemain d'une fête, où on a vu plein de gens, il y a eu plein de marques d'affection, machin d'ici, machin dit ça, enfin ça remplit quoi. Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les. Et donc bon après j'ai vite eu la gueule de bois, hein. mais le lendemain je me sentais portée par l'énergie. D'ailleurs il y a souvent, je suis pas spécialiste des animaux ni éthologue, mais les animaux, quand il y a un animal blessé, souvent les autres, ils viennent se mettre autour de lui, voilà, dans la tribu, on donne l'énergie du groupe, quoi. Et donc, c'est aussi une question de partage d'énergie. Et je pense que, enfin, voilà, et moi, je l'ai vraiment senti, cette espèce d'énergie du moment, d'énergie d'avoir fait un beau moment qui, après, évidemment, j'ai eu le contre-coup, j'étais encore plus triste, etc., mais qui quand même aide. Enfin, j'aurais pas eu ça, ça aurait été terrible, quoi. Voilà. Je peux pas Mhm. dire que ce soit facile d'avoir évidemment des belles obsèques, ça rend pas le deuil Mhm. plus facile, Mhm. mais en tout cas, ne pas les avoir, enfin, ça rend pas ça n'allège pas forcément le deuil, mais en tout cas, ça permet d'avoir peut-être, je sais pas, une carte en main, quelque chose qui aide, quelque chose qui permette de se sentir accompagné, voilà, et d'avoir une certaine forme d'énergie, voilà. Mhm. Après, c'est pas non Ouais. plus une formule Mhm. magique, voilà. Là, je t'ai posé la question du beau et cette question, elle a vite décliné vers ben, la dimension du partage, puis la dimension de la mémoire, une trace qui reste. Mais peut-être que je vais te poser la question de manière, peut-être tu ne t'es pas posé encore. C'est pour toi, quelle est cette fonction du beau dans ce moment-là qui est difficile? Bah, de toute façon, le beau, d'une manière générale, c'est aussi l'accès à l'émotion. Voilà, c'est aussi la transcendance, etc. Voilà, forcément, je pense qu'il y a toutes ces fonctions-là. D'ailleurs, quelque part, quand j'écris un livre, et si je veux qu'il soit bien écrit et beau, enfin beau, c'est une forme d'art, quoi. Voilà, c'est faire une œuvre d'art. Après, je peux pas dire que je l'ai vécu comme ça. Je peux pas dire que je me suis dit que j'allais faire des obsèques de mon fils une œuvre d'art. Mais évidemment, forcément, dans quelque chose de beau, il y a cette dimension émotionnelle. Mais de toute façon, l'art, ça sert aussi à partager des émotions, hein. Mhm. Voilà, et donc de faire quelque chose de. Alors moi, je ne sais pas si j'irai sur ce terrain-là, mais en tout cas, oui, peut-être, je sais pas, en tout cas, oui, ça aide à. C'est un vecteur de partage d'émotions et, et pour moi, c'était important que les autres. J'aurais pas supporté que les obsèques de mon fils, ce soit un moment où les gens viennent parce qu'ils y sont obligés et qui à la limite ils aient juste un peu froid aux pieds quoi voilà enfin je veux dire non mais parce que c'est compliqué de partager ça Mhm. parce que même dans des moments émotionnels enfin quand il y a 300 ou 350 personnes qui sont dans une église des gens qui sont pas forcément bien insonorisés ou où les gens ne connaissaient pas forcément tous notre enfant il y avait des collègues à nous etc voilà faut qu'il y ait quelque chose qui se passe quoi et ça c'est vrai que je pense que c'est très important. Et c'est peut-être par le beau qu'on y arrive. En tout cas, ça peut être que par le beau qu'on y arrive. Mhm. Oui. Il y avait un bel orgue aussi, d'ailleurs, à Saint-Méry. Il y a un très bel orgue qui fait un orgue magnifique, qui fait une très belle musique. Donc voilà, tout ça, ça participe, quoi. Mhm. Mhm. Et donc, la place du beau dans les obsèques. Et tu peux revenir un petit peu sur l'importance du rituel. Ben, j'en ai un petit peu parlé. Après, je pense que le rituel, il a Dans plusieurs l'expérience que tu en as faite là. ouais, plusieurs dimensions. Bon, bah là, il y a le rituel des obsèques, hein, il y a bon, la dimension du partage, j'en ai parlé. Je pense aussi que le rituel, il y a aussi quelque chose que j'ai vraiment ressenti. Euh, c'est un moment, je me suis dit, il faut que j'invente un rituel. Enfin bon, non mais c'est parce que bon, les obsèques, c'est un rituel qui existe. Enfin, après, chacun l'adapte, mais ça existe. Et c'est vrai qu'après, moi, je me disais, mais on ne peut pas chacun repartir de son côté. Et puis, enfin voilà, et très vite, même ma fille a ressenti le besoin qu'on se revoie, qu'on se retrouve avec les amis de mon fils, etc. Et, euh, et il se trouve que bah, il y a eu un moment qui était l'inhumation de l'urne, et donc au Père Lachaise, au columbarium du Père Lachaise.
Et il se trouve qu'avec les délais, c'était 35 ou 36 jours après les obsèques. Et donc, on s'était dit qu'on allait organiser un moment autour de cette inhumation d'urne. Et d'ailleurs, c'est entre guillemets amusant parce que je me suis rendu compte parallèlement, d'ailleurs, après avoir décidé d'organiser quelque chose, que la plupart des religions souvent proposent dans les rites funéraires, la plupart des traditions, on va dire, au-delà des religions, souvent il se passe quelque chose à 30 ou 40 jours, quoi, dans le fait d'égrener le temps. Mm. Euh, et je pense que ça correspond aussi à un besoin. Voilà, c'est pas on a enterré la personne, allez, on s'en va. Non, on a besoin de voilà, un long processus va se passer, s'accomplir, d'autant plus long et douloureux que le deuil est difficile et ou qu'il ne peut pas se faire. Et donc, je me suis dit, bon, ben voilà, on va inhumer l'urne. Les amis de mon fils vont revenir. On va être de nouveau assez nombreux. Bon, pas 300, mais au moins 30 ou 40, ce qui est beaucoup pour inhumer une urne dans un columbarium. Et donc, je me suis demandé ce qu'on allait faire, parce qu'on veut réunir les gens, c'est bien, mais il faut bien faire quelque chose. Et donc, j'ai commencé à réfléchir et en fait, je ne savais pas ce qu'on pouvait faire, mis à dire des textes, on l'avait déjà fait, etc. Et donc, je me suis dit, ben tiens, je me suis retrouvée avec des couronnes de fleurs là, dans lesquelles on pique des fleurs qui restaient à la maison. Donc, j'avais jeté les vieilles fleurs qui au bout de 30 jours, étaient complètement fanées. Et j'ai pris ces mousses là où on pique des fleurs et je me suis dit, ben tiens, c'est la composition qui avait accompagné Artaud pendant toutes les obsèques. Je vais on va repiquer ensemble des fleurs fraîches dans cette mousse et puis on le mettra au pied de la case et comme ça, bon, on fera quelque chose ensemble. Et je pense que voilà, hein, on fera quelque chose ensemble et ça fera une nouvelle composition pour marquer cette nouvelle étape. Alors c'est amusant parce qu'après je lisais des livres autour des rituels qui existent dans les différentes civilisations et c'est vrai que dans la notion de rituel, souvent il y a l'idée de faire quelque chose ensemble. Enfin, il y a vraiment l'idée de faire quelque chose, quoi. Hein, il y a des sociétés mexicaines où j'ai vu, au bout d'un certain temps, on déterre le mort et puis on met les os dans des mannequins en paille, là, enfin en osier, pour qu'ils reprennent une certaine forme. Mais c'est parce que l'endeuillé, va faire ça plus ou moins bien, que le mort va être plus ou moins bien dans sa vie d'après. Hein, donc mais on voit bien que l'idée, c'est quand même de faire quelque chose. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment senti ce besoin, mais totalement, enfin, c'est marrant, intuitivement, quoi, de me dire, il faut qu'on fasse quelque chose. Ça, c'est bien après que j'ai réfléchi à tout ça. Et, et donc, j'allais acheter toutes mes fleurs. Donc, c'est pareil, là aussi, ça m'a occupé hein, d'aller acheter des fleurs et tout, réfléchir aux fleurs, tout ça, ça occupe. Et quand on était devant la case, au Père Lachaise, avant de mettre ses couronnes, la personne des pompes funèbres demande si quelqu'un veut mettre un objet dans la case. Et ça, c'est vrai que je n'avais pas du tout anticipé. Donc, je n'avais pas prévu cette question. Donc, moi, j'ai mis une fleur, tout simplement. Et plusieurs amis de mon fils ont, de manière totalement spontanée, enlevé un bijou, un collier, une bague, un truc qui était la bague qu'il avait, quand avait eu pour ses 18 ans, etc., pour la mettre dans la case avec l'urne d'Artaud. Et je me suis dit, waouh, quand même, c'est incroyable ce besoin enfin voilà, de mettre quelque chose avec, là aussi, de faire quelque chose, quoi, ça peut être de se séparer d'un objet. Et vraiment, ça a donné une dimension très forte à ce moment. Et je pense que c'était important pour eux. D'ailleurs, le type des pompes funèbres disait à l'ami de mon fils, mais vous savez, vous ne pourrez plus le récupérer après votre collier, votre bague, vous ne pourrez plus les récupérer. Et eux, ils voulaient vraiment mettre quelque chose, laisser quelque chose d'eux-mêmes avec Artaud. Et on retrouve là les rites les plus... voilà, le fait de mettre des objets dans les tombes, des objets précieux, etc., d'accompagner le mort. Et, et c'est vrai que ce moment, il m'a, enfin, je reviens en détail sur ce moment. Après, il y en a plein d'autres, hein, mais il m'a vraiment marqué parce qu'à la fois, il y avait le désir voilà, dégrainer le temps et le désir de vraiment accomplir des choses et qu'on ressentait tous de manière très, très forte. Et puis après, évidemment, il y a tous les anniversaires et notamment les premiers qui sont très durs. Et là, le rituel, ça correspond aussi, alors moi j'appelle ça une stratégie, c'est à la mise en place d'une stratégie pour passer ces moments, quoi, pour passer,
pour vivre, parce qu'au début, enfin, moi, les 1 an, c'était un mur devant moi. Je me demandais si j'allais survivre au 1 an, quoi, tellement ça me Mhm. paraissait terrible. Et, et c'est vrai que le fait de faire quelque chose ensemble, de manière rituelle, dégrainer le temps comme ça ensemble, et ben ça permet de, enfin en tout cas moi ça m'a permis de construire quelque chose en développant une stratégie pour passer ces moments. Voilà. Et je parle de stratégie parce que vraiment il y a eu l'idée de comment on va faire, comment on va passer ce moment, comment on va le construire, puisque bon de fait aujourd'hui tous ces rituels on est un peu obligé de les inventer quoi. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'était un peu. Oui, oui, donc il y a à la fois les rituels que les cultures peuvent mettre à notre disposition pour passer ces épreuves-là, et puis il y a, toi tu as exprimé le besoin de créer un propre rituel, et là les deux peuvent se conjuguer aussi pour traverser ce temps du deuil. Ouais. Après, de toute façon, les rituels, et ça, je m'en suis rendu compte aussi, ils marchent que s'ils sont partagés, c'est Voilà, sûr. là, il y a toujours la dimension du social et du partage là, hein, Parce qui est que, récurrente et importante. ouais, parce que c'est sûr que moi, j'ai vu notamment dans les associations de parents endeuillés où il y a toujours un petit rituel quand on parle, quand on prend la parole. Et c'est vrai qu'il y a toujours des moments où il y a des rituels qui sont refusés, quoi. Ah ben, pourquoi je ferais ci, pourquoi je ferais ça bon, parce que forcément, dans tout groupe, il y a toujours la contestation de la règle du groupe, hein, ça fait partie. Bon, mais là, mais en tout cas, là, donc, et c'est ça qui est compliqué, c'est que qui dit proposer un rituel dit va-t-il être accepté. Voilà. Mais, et donc, je pense que c'est important aussi que chacun puisse s'en emparer et de pas. Et d'ailleurs, voilà, il y a plein de rituels sociaux qui sont souvent, quand ils sont trop traditionnels et trop institutionnalisés, qui veulent plus rien dire pour les gens parce que finalement, c'est des rituels qui tombent d'en haut, quoi. Voilà. Mhm. Mhm. Et évidemment, quand c'est un, bon là, c'est pas une commémoration, c'est pas les 80 ans de je ne sais quoi, hein, là, c'est quelque chose qu'on vit en petit groupe et donc c'est extrêmement important qu'il y ait du beau, peut-être, qu'il y ait de l'émotion, et qu'il y ait surtout que ça fasse sens pour tout le monde. Et Mhm. c'est ça qui est, bah, en tout cas, qui moi, me préoccupe. Enfin, voilà. Après, je pense aussi que c'est un moyen de, bah, comme on le disait pour les rituels de toutes ces civilisations là, qui accomplissent, où on demande aux vivants d'accomplir des choses pour accompagner leur mort, bah, c'est aussi une manière d'occuper le vivant et de l'aider, lui, en faisant des choses avec ses mains, à avancer, quoi, Mhm. à mettre un pied devant l'autre. Oui. Voilà, donc on a vu l'importance du beau qui ramène au social, peut-être à la transcendance selon dans quelle croyance nous nous inscrivons ou pas. Mm. Et puis l'importance du rituel qui peut être au moins en partie créé, quoi. Mm. Ouais, alors sur la religion, moi c'est vrai que je rentre pas dans cette dimension-là, enfin, parce que je pense que de toute façon, le rituel, il peut rassembler des gens bien au-delà de la question des croyances, quoi, de toute façon, et que c'est important, et pour moi c'était important que, là je reviens notamment à la question des obsèques ou même de tout ce qu'on a pu faire, mais ça permet de rassembler des gens qui soient croyants, pas croyants, enfin voilà, parce qu'évidemment Mm. dans une communauté aujourd'hui, dans nos pays, à notre époque, ben voilà, c'est des communautés éclectiques, et donc l'idée n'est pas d'exclure les uns ou les autres, mais de faire en sorte que chacun puisse s'y retrouver, voilà. Mm. En tout cas moi, Toi, tu étais avec cette préoccupation. ouais, ah oui, oui, beaucoup, beaucoup, Oui. beaucoup, beaucoup. Mm. Oui, oui, ben, en plus, on est des familles de cultures très différentes et de traditions. Ben, voilà. Et puis après, chacun a son expérience intime, hein, voilà. Mm. Mm. Et puis les gens n'ont pas forcément à se prononcer là-dessus quand ils participent à une cérémonie. Mais en tout cas, que l'idée, c'est que chacun puisse être bien en fonction de ses convictions. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Mm. Mais là aussi, toutes ces questions que je me suis posées, oui, ça m'a beaucoup préoccupée. Et là aussi, rétrospectivement, je me dis, ça m'a préoccupée, ça m'a permis ben d'avoir un dérivatif, voilà, plutôt que d'être plongé dans mon chagrin ou dans ma culpabilité ou dans mon traumatisme. Ben, c'est vrai que s'occuper de ça, voilà, ça fait faire des choses.
Donc c'est bien que je me sois préoccupée de tout ça. Euh, je voudrais revenir à le champ qui est le mien, hein, qui est le champ psy. Euh, ben, quelle a été la place, le rôle de psy dans la traversée de cette épreuve pour toi? Euh, Moi déjà, je viens d'une famille de psy. Mes deux parents sont psychiatres, hospitaliers. Enfin, là, ils sont à la retraite. J'ai grandi moi-même dans un hôpital psychiatrique puisque mes parents étaient praticiens hospitaliers. Donc, j'ai quand même un contact. Enfin, j'ai grandi dans ce milieu-là. Euh, on va dire que les premiers psys que j'ai vus après le décès de mon fils, ça a été mes parents. Non, mais je veux dire, ça change quand même le rapport. Après, les psys, dans un premier temps, et d'ailleurs, j'ai un chapitre, les psys, tu épuiseras. C'est vrai que dans un premier temps, en quête de remède, après le MDR, après la cellule post-trauma de l'Hôtel Dieu où on a été, après la psychologue, hypnothérapeute, le psychiatre. Enfin bon, c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'étais tellement dans une espèce de, je sais pas comment dire, dans une espèce de genre presque un besoin d'hyperactivité ou d'angoisse ou de enfin qu'est-ce que je peux faire enfin qu'on m'aide au secours quoi au secours je pense que donc c'est vrai que je suis allée voir un peu plein de gens voilà je pense que dans un premier temps ça m'a fait du bien forcément parce que ça m'a aidé ben, ce qu'on disait à mettre des mots hein, voilà c'était avant que je commence à écrire et après au bout d'un moment euh, ça m'a fait du bien. Et puis aussi, alors c'est marrant, d'ailleurs, j'en parle à un moment. Au bout d'un moment, j'étais tellement ridicule. Je me suis trouvée au bout de quelques mois tellement ridicule à courir d'un psy à l'autre, à être comme ça dans une quête frénétique d'une aide extérieure qui, par définition, était quand même. Enfin, les psys peuvent aider, hein, évidemment, mais bon, ne peuvent pas faire à notre place les choses. Et donc, qu'un jour, voilà, en courant d'un rendez-vous à l'autre, etc., le ridicule de la situation m'a saisi et c'est là que enfin, que je m'en souviens, j'ai ri, ça m'a fait rire. Et justement, rire de moi, c'était c'était retrouver un peu la capacité à rire de soi. Ça a été pour moi, pour le coup, un excellent remède parce que le fait de tourner les choses en dérision, m'a été impossible pendant plusieurs mois après le décès de mon fils parce que je me disais comment on peut rire des situations quand on a perdu son enfant. La tragédie, on va dire, écraser tout. Et quand, grâce au psy, j'ai pu rire de ma quête un peu effrénée, bah, j'ai eu l'impression de passer un cap. J'ai eu l'impression de me dire, ah ouais, ça y est, je retrouve une de mes béquilles habituelles, quoi. Voilà, qui est l'autodérision. Et pour moi, c'est très important. Et à partir de là, je suis un peu moins allée voir les psys. Voilà. Dans les grandes lignes. Mm. Après, ça ne veut pas dire que j'ai tout arrêté, mais voilà, je pense qu'à un moment, j'ai eu une période un peu, peut-être un peu frénétique. Voilà. Mm. Et je regrette pas, hein. Je pense que voilà, ça m'a aidé à un moment. Après, je pense que les psys peuvent aider. Je pense que voir un psy, c'est important parce qu'il aide à prendre de la distance. Enfin voilà, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on éprouve, sur, sur comment on se positionne par rapport aux autres, etc., etc. Sur la culpabilité aussi éventuellement. Après, je pense que dans une situation de deuil comme ça, c'est un remède, voilà. Mais il faut en mettre en œuvre beaucoup d'autres. Mm. Ouais. Et que le psy peut aider à ça aussi d'ailleurs, hein, à réfléchir à qu'est-ce qu'on met en œuvre, hein. Parce que je pense qu'effectivement, moi, ça m'a occupé pendant tout le temps de l'écriture de ce livre, ces 2 ans à réfléchir à ces questions. Mais bon, moi, ça, c'est aussi un peu mon métier d'enquêter, de réfléchir à ce que font les autres. Enfin, tout le monde réfléchit, mais en tout cas, moi, c'est mon métier d'enquêter, on va dire.
Et je pense que j'ai beaucoup appris des autres, voilà. Et je pense que les psys peuvent aussi permettre voilà, permettre de prendre conscience de tout ce qu'on dit, quoi, de l'importance du partage, de pas s'enfermer, Moi, je connais beaucoup de gens qui sont allés dans des groupes de parents endeuillés parce que leur psy leur avait conseillé, quoi. Mhm. Le psy leur avait dit, mais il faut que vous parliez de ça, vous pouvez pas garder ça pour vous. Alors, ça marche plus ou moins bien quand quand c'est pas forcément un besoin profond. Mais Mhm. Mhm. Voilà, sachant il y a psy et psy, il y a multiples approches qui existent, des approches qui sont purement uniquement par la parole, des approches comme le MDR ou la Gestalt dont je suis, qui mobilisent d'autres instances de l'être, comme des ressources du corps et des émotions, par exemple. En tout cas, dans tous les cas, la dimension de la présence d'autres, qui soient nourricières, soutenantes, est importante, très importante, hein, l'importance du partage, tu évoques, hein. Hmm. Oui, la question c'est ben, comment se reconstruire après un tel traumatisme, après une telle perte. Hmm. C'est ce que tu partages dans cet ouvrage, hein, qu'on on ne peut pas tout développer. Euh, mais là, quel conseil tu donnerais à une personne qui est en ce moment-là, dans cette phase de crise? il se trouve que j'en connais, puisque j'ai un couple d'amis qui a perdu son fils le jour de la signature où je faisais la signature de mon livre. Bon, c'est un enfant qui avait une maladie dégénérative, donc son décès était malheureusement attendu, pas Hmm. attendu, anticipé, on va dire. Euh, On appelle ça le deuil blanc. ouais, après, oui, ouais, ouais. Après, c'est toujours surprenant de voir que quand il se produit vraiment, il y a quand même, voilà, ça a beau avoir été anticipé, il y a Ouais. quand même un choc de la. Mais bon, en tout cas, voilà, j'ai été confrontée à ça il y a pas longtemps. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais un peu, je dirais un peu ce que. Je dirais un peu beaucoup de choses que je dis dans mon livre, hein, forcément, parce que, alors le livre, il n'a pas été écrit pour les parents endeuillés uniquement, hein, Mhm. pas du tout, parce que pour moi, l'idée, c'est aussi de sortir un peu de ce tabou autour du deuil. Moi, j'ai vraiment senti quand j'ai sorti mon livre, j'avais l'impression de faire un espèce de coming out, voilà, d'étaler un truc un peu intime et pas très accepté. Et je me suis un peu forcée à le faire, mais je regrette pas. Parce que je pense que je suis mieux de voilà ça fait partie de mon identité. Ce n'est pas ma seule identité, mais ça fait partie de mon identité. Et donc pour pouvoir avancer, il faut que je fasse une place à ça. Je pense que justement beaucoup de parents ont du mal. Et moi, je suis sur beaucoup de groupes Facebook de parents endeuillés, etc. Et une des questions qui revient beaucoup, c'est est-ce que vous en parlez, est-ce que vous en parlez pas, comment dire, les gens me disent combien tu as d'enfants, est-ce que je dis j'en ai un, est-ce que je dis j'en ai deux, est-ce que je dis bon. Et donc je vois que c'est un vrai problème, au-delà du chagrin, là je suis partie dans autre chose, mais Mhm. comment on en parle et aujourd'hui quelle est la place sociale, puisque aujourd'hui on ne s'habille plus en noir, pas dans tant d'années quand on a perdu son mari, tant d'années quand on voilà, donc c'est pas écrit sur les visages des gens et donc et puis quand on le dit, c'est souvent très douloureux, très difficile. Les gens ça les met, on a l'impression que parfois ils pleurent encore plus que vous parce que oh là là, etc. Donc c'est arriver à partager ça, à faire circuler ça. Donc je pense que ça c'est très important d'arriver à moi le conseil que je donnerais, enfin en tout cas ça c'est peut-être pour l'étape d'après, j'ai peut-être commencé par la fin, mais c'est d'arriver à pas verrouiller ce truc à l'intérieur de soi, à pas mettre ça dans une boîte. Comme disait une femme qui a perdu son enfant il y a très longtemps que j'avais rencontré, il y a des parents, ils mettent leur douleur ils mettent tout dans une espèce de boîte et puis ils jettent la clé, quoi. Ils se mettent ça dans et ça, je pense que c'est très mauvais. C'est très mauvais parce qu'on
parce que même si on a jeté la clé, la boîte, elle est là, elle va s'ouvrir de toute façon à un moment ou à un autre. Euh, donc, je pense qu'il faut arriver. Alors, on n'est pas obligé de crier ça sur tous les toits non plus, hein. Mais voilà, d'arriver à ce que ce truc circule et qu'on soit bien et que le regard de l'autre sur ce deuil ne crée pas la panique à chaque instant. Parce que c'est vrai que moi, j'ai quand même vécu, et je l'ai vécu moi-même, et j'en parle dans le livre. Et je pense que beaucoup de parents ont vécu ça, et parfois très longtemps. Moi, j'ai rencontré des parents, ça fait 10 ans qu'ils ont ça, quoi. La panique de devoir dire qu'ils ont perdu leur enfant. C'est voilà, et ça, je pense que c'est très difficile à vivre parce qu'il n'y a pas de raison d'être en panique. Ok, c'est douloureux, mais voilà. Donc, je pense que c'est important sur le long terme d'arriver à se positionner par rapport à ça pour que ne pas être en panique à chaque fois que ce sujet est évoqué ou qu'on vous demande combien vous avez d'enfants ou que je ne sais quoi ou qu'on vous parle d'un enfant. Enfin voilà, de pas qu'il y ait toutes les alertes rouges là qui se mettent, les warnings, les traitements. Ça, c'est plus sur la durée. Et sur le court terme, bah, je pense que c'est important de mettre en place des rituels. Ça, je vois beaucoup de parents qui le font, hein, énormément et d'ailleurs de manière spontanée. Je pense que c'est important de partager avec d'autres. Et puis surtout, j'ai vu aussi beaucoup de... Mais ça rejoint l'histoire de la colère. C'est que quelque part, quand on vit une douleur terrible, dans une société où c'est devenu très rare, il n'y a pas vraiment les codes. On est un peu en marge, quoi. Il n'y a pas de code. Où les gens ne savent pas comment se comporter avec vous. Vous vous sentez un peu en marge de la société. Et souvent, ça se traduit par une grande colère. Les gens sont en colère contre les autres, en colère contre ceux qui ne comprennent pas, en colère contre ceux qui se plaignent parce qu'ils ont mal aux pieds alors qu'eux, ils ont perdu leur enfant. Et voilà. Et, et je pense aussi que ce sentiment, il est très mauvais parce que je pense que l'idée, c'est quand même d'essayer d'arriver, enfin c'est facile à dire, hein, mais d'essayer d'arriver à une forme d'apaisement. Et je pense que en détestant la Terre entière, bah, on s'en éloigne quand même. Et donc, je pense qu'il faut pas trop attendre des autres. Et justement, le plus on est soi-même au clair sur comment on se positionne par rapport à ça, le moins on attend des autres des choses qu'ils ne sont pas capables de nous donner. Voilà. Et donc, je pense que du coup, pour arriver à ça, il faut justement, il faut arriver à faire ce que font toutes les sociétés traditionnelles depuis toujours, hein. C'est arriver, alors arriver à mettre des mots, ça c'est peut-être plus contemporain, de parler, de mettre des mots, etc. Mais ça, je pense que c'est très important. Et puis aussi arriver à faire des choses ensemble autour de ce qu'on vit, quoi. Ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas de faire des choses ensemble. Et moi, je le vois, nous, on était dans notre famille nucléaire assez partagée sur est-ce qu'il faut revoir les amis des enfants. Au début, c'est très douloureux, hein, quand les copains de mon fils viennent à la maison. Bon, maintenant, ça va mieux, mais au début, c'était vraiment dur pour moi, quoi. Je me dis, mais c'est terrible de se retrouver à passer une soirée avec les amis de son fils, quoi, parce que quelque part, c'est pas moi, c'est lui qui aurait dû être là. Mais finalement, on s'est rendu compte que ça nous faisait quand même du bien à tous. Et que même ceux qui se forçaient un peu au début, eh ben ça fait du bien quand même. Et donc voilà, donc je pense ouais, il faut s'écouter, mais en même temps, il faut aller au-delà de son émotion première, parce qu'il y a des choses voilà, parce il y a quand même tout un savoir autour de ces questions-là, des années et des millénaires d'expérience du deuil, et on va pas forcément tout réinventer de zéro tout seul, quoi. Voilà. Donc je pense qu'il faut s'ouvrir à toute cette expérience-là. Voilà. C'est un petit peu les grandes choses comme ça que j'ai. Bon, après j'ai écrit 10 commandements. C'était une manière de faire un peu d'humour avec ça parce Ouais. que il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà un peu les. Et puis bon, moi j'ai tâtonné, mais justement, ça faisait aussi partie d'un processus d'expérimentation qui, moi, m'a fait du bien, quoi. Voilà, d'essayer de comprendre comment ça marche, comment je fonctionne. C'est ce que je disais au départ, finalement. Apprendre, c'est rester vivant, quoi. Donc, ça, Et je pense donc, que ça. tu as appris, tu as continué à apprendre. Ouais, bah là, aujourd'hui encore, d'ailleurs, la sortie du livre, ça m'a appris plein de choses. Mm. Maintenant, je vais pas forcément continuer à écrire sur le sujet, mais, mais tout c'est, voilà, le fait de partager, de discuter, bah, ça m'apprend des choses, quoi. Écoute, merci infiniment, Hélène, d'être venue partager dans cet espace, cette expérience.
Donc, j'encourage vraiment après Artaud, Voilà, aux éditions de l'Observatoire. l'édition de l'Observatoire. Là, ce sera beaucoup plus développé, approfondi. Merci infiniment, Hélène, d'avoir accepté ce moment de partage. Et Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi voilà, de m'avoir permis d'en parler sous un angle aussi qui est un peu plus pointu parce que voilà, qui est celui aussi voilà, de personnes qui sont dans des approches thérapeutiques, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi d'ailleurs, parce oui, que oui, oui, ben moi, tu sais, je suis régulièrement accompagné ces situations de traumatisme et de deuil, donc je reste à la fois en tant qu'apprenti humain et en tant que professionnel concerné et connecté. Donc c'est toujours précieux d'avoir des partages d'expériences comme le tien. Encore, encore merci. Tout de merci, bon. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.